Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi matin, justement, nous recevions Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer. 48 heures après la première journée d'action des Gilets jaunes, la ministre est revenue sur ces manifestations, considérant qu'elles n'étaient pas nécessaires pour que l'exécutif comprenne qu'il y avait des besoins et de l'inquiétude chez les Français. Alors écoutez, d'abord permettez-moi de dire que c'est un bilan dramatique et de présenter mes condoléances à la famille de la victime de l'accident qui s'est passé en Savoie. Je crois qu'un certain nombre de réponses ont déjà été apportées avant les manifestations et que nous avions entendu les préoccupations, la colère et surtout souvent l'angoisse aussi face à un avenir qui souvent paraît incertain pour un certain nombre de Français. Et on doit s'atteler à apporter un certain nombre de réponses, mais surtout à démontrer que les décisions qui ont été prises jusqu'à aujourd'hui vont dans le sens des demandes de nos concitoyens. Madame Girardin, est-ce que ce n'est pas contradictoire d'aller à la télévision, comme l'a fait le Premier ministre, pour dire « je vous entends, j'entends votre colère, mais on ne changera rien ni au cap ni à la fiscalité écologique ». Alors, ça veut dire tout simplement que ce que l'on a mis en place depuis un an, ce que l'on met en place, qui prend toujours trop de temps à donner ses effets sur le terrain, va continuer. Il y aura rien de nouveau. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important de réaffirmer le sens de notre action depuis un an et demi maintenant. De là à dire qu'il n'y a rien de nouveau, c'est complètement différent. On va continuer. Il y a d'autres chantiers qui s'ouvrent. Nous ouvrons un chantier sur la mobilité, et notamment la question de la mobilité est importante dans les manifestations de ce dernier jour. On voit que tous ceux qui vivent autour des villes, où on n'a pas, en termes d'aménagement du territoire, suffisamment pensé la mobilité, et notamment le transport collectif, sont complètement piégés par leur voiture. Madame la ministre, on a l'impression que, je reprends l'expression de Daniel Cohn-Bendit, qui est quand même l'ami d'Emmanuel Macron, que cette crise a été mal gérée. Il dit que quand on fait de la politique, il faut être bon au bon moment et que les bonnes décisions n'ont pas été prises au bon moment. Il fallait apporter une réponse rapidement parce qu'il n'y avait pas obligatoirement besoin de ces manifestations pour que l'on sache qu'il y avait des besoins, qu'il y avait une inquiétude des Français et qu'il fallait y répondre. Donc on y répond effectivement le plus vite possible. Et c'était important de le faire. Alors aujourd'hui, il faut le temps que ça se mette en place et que les Français puissent se rendre compte que nous sommes à leur côté, nous les accompagnons. Vous savez, moi je suis une ministre de terrain. Je suis en permanence sur le terrain dans les territoires d'outre-mer puisque c'est le secteur sur lequel je travaille. Alors, dans les territoires d'outre-mer, des manifestations importantes ont eu lieu à La Réunion. Il y a eu entre 1500 et 2000 personnes dans la rue samedi et dimanche. Surtout, et malheureusement, la nuit dernière, il y a eu de fortes violences. 4 gendarmes blessés. Il y a eu en tout 6 blessés. À La Réunion. Et puis cette nuit, il y a eu quand même des incendies volontaires, des concessions automobiles qui ont été brûlées. Et donc, il y a eu un certain nombre d'arrestations. Laurent Wauquiez a dit sur la question de la PMA, voilà. pour toutes, que c'était un engrenage qui allait amener à la GPA, puis à l'eugénisme, ce que pratiquait le régime nazi. Moi, je trouve que ce sont des propos scandaleux, si vous voulez mon avis. Après, il y a des gens qui n'ont jamais de limite. Et ces gens devraient penser à leurs responsabilités quand ils ont ce type de propos. Et c'est dans l'ensemble de ces manifestations, on dit souvent, attention, il y a des débordements, le racisme a été quand même très présent ces dernières heures, l'homophobie aussi, franchement. Des personnages politiques comme M. Wauquiez sont responsables aussi de ces violences qui sont à la marge. Vous recevez tous les maires d'outre-mer ce soir. Ils ont des revendications. Comment allez-vous retisser, vous, à votre niveau, les liens distendus avec les élus d'outre-mer ? Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de lien distendu avec les élus de l'outre-mer. On a quelquefois des divergences, bien sûr. On a des débats forts, quelquefois, dans les hémicycles. Et quand je vais sur le terrain, je vais à la rencontre des maires à chaque fois. Les maires d'outre-mer doivent gérer des situations qui sont compliquées dernièrement. Il y a eu, pour La Réunion, les maires de La Réunion sont impliqués dans la lutte contre la dengue. Les maires des Antilles sont intervenus dans la lutte contre les sargasses, le chlordécone. En Guadeloupe, il y a la question de l'eau. À Mayotte ou en Guyane, il y a la question de l'insécurité et de l'immigration. Vous voyez les grands défis que porte l'outre-mer. Le président de la République ne se rendra pas au congrès des maires de France alors qu'il s'y était engagé. C'est qu'il a peur des sifflets, comment vous le comprenez ?
Non, je ne crois pas. Je pense qu'un certain nombre de maires attendent effectivement la présence du gouvernement. Elle sera là. Plusieurs ministres y seront. Moi, je serai aux côtés des maires de l'outre-mer et je crois être en mesure de pouvoir débattre avec eux, les rassurer, leur présenter la vision de ce gouvernement pour l'outre-mer qui est issu d'un livre bleu auquel ils ont énormément participé. Donc, c'est à la fois leur travail puisque ce sont des projets issus du terrain et que c'est ce lien-là qu'il faut conserver, co-construire avec les collectivités. On n'a pas le choix, c'est la seule réponse qu'on peut apporter. Invité sur ce plateau mardi matin, Julien de Normandie, le ministre chargé de la ville et du logement, interrogé sur l'absence d'Emmanuel Macron au Congrès des maires de France. Il a insisté sur le changement dans la méthode de l'État avec les élus, grâce notamment à la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je pense très sincèrement que c'est un faux débat. Le président de la République, on peut le critiquer sur beaucoup de choses. Le président de la République, il a toujours cette position d'écoute et cette position du aller vers, et notamment vis-à-vis des élus locaux. Cette semaine, le président de la République envoie un courrier à tous les maires de France pour rendre compte de son action depuis un an, pour rendre compte de son action depuis le dernier congrès des maires. Une lettre qui est très importante, qui part d'un postulat, qui dit que la réussite, elle ne peut être que collective, qui part d'un postulat très fort qui dit que la République, ça n'est pas qu'un État, ça n'est pas qu'un président et un gouvernement, c'est un binôme entre l'État et les élus locaux qui représentent la République au quotidien, qui dit également toute la considération qu'il porte aux élus locaux, qui prend des engagements, notamment de maintenir les financements, notamment de faire en sorte, comme je l'indiquais pour nos concitoyens, que l'État change, que l'État accompagne mieux les élus locaux. C'est par exemple l'Agence nationale de la cohésion des territoires que nous créons en ce moment même. Et par ailleurs, le président de la République va recevoir beaucoup de maires à l'Élysée, va recevoir le bureau de l'AMF et était, il y a encore quelques jours, pendant plus d'une semaine sur le territoire à la rencontre de tous nos élus locaux. Donc je pense très sincèrement que là, il y a un faux débat et qu'on a un président de la République non seulement qui considère, qui accompagne, mais qui est à l'écoute. Les Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il y a quelques minutes sur France 2, a dénoncé la dérive totale des manifestations. Est-ce que vous demandez, vous, que cela cesse maintenant ? Il y a d'abord un droit de manifester. Ce droit de manifester, moi j'y suis, mais tout responsable politique l'est viscéralement attaché. Il est constitutionnel et il est respectable en tout point. Après, manifester sa colère, manifester ses idées, manifester ses opinions ne doit pas amener à bloquer un pays. Il y a un autre principe constitutionnel qui est la libre circulation, qui est que chacun puisse faire au quotidien ses activités. Et donc il faut trouver un juste équilibre entre exprimer ses idées et puis bloquer un pays. Qu'est-ce qu'on fait par exemple à Toulouse ? Il y a une raffinerie qui est bloquée. Est-ce qu'il faut maintenant la faire évacuer par la force ? Écoutez, le ministre de l'Intérieur qui est en charge ces dossiers s'est exprimé sur ce sujet. Moi je pense qu'il faut appeler chacun à une sorte de retenue. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé samedi, c'est deux choses. C'est d'abord un message envoyé par les Gilets jaunes, un message envoyé par beaucoup de Français, un message que le gouvernement a entendu. Et puis c'est aussi une journée qui a été endeuillée par le décès de l'une de nos compatriotes, par des centaines de blessés, dont 17 blessés graves. Et donc, moi j'appelle tous ceux qui manifestent à déclarer en préfecture leur manifestation, non pas pour que l'État puisse savoir exactement ce qu'ils font au moment précis, mais tout simplement pour que l'État puisse organiser, puisse prévenir, puisse faire en sorte que l'ensemble des forces de sécurité soient mis au bon endroit, au bon moment. C'est aussi ça le droit de manifester dans un climat apaisé. Je crois que c'est important. Le patron de Renault a été mis en garde à vue au Japon pour un problème de fraude fiscale. Qu'est-ce que vous dites ? Comment rassurer les salariés de Renault puisque l'État est un actionnaire ? L'État est actionnaire, est un actionnaire significatif du groupe Renault. L'État, en tant qu'actionnaire, en tant que membre du conseil d'administration, aura une seule volonté, un seul objectif, c'est de préserver le groupe, de préserver l'alliance, de préserver la prospérité de cette entreprise qui a su se relever par le passé et qui aujourd'hui fait un travail formidable. Et donc l'État, en tant qu'actionnaire, a différents outils, a une influence au sein du conseil d'administration. Et donc, il sera là, il jouera pleinement son rôle. Et ça, je suis convaincu que Bruno Le Maire, qui est en charge du dossier, saura le faire pour s'assurer de la pérennité du groupe et rassurer à la fois les salariés et les actionnaires.
Julien de Normandie, les premiers grands froids sont sur le pays. Qu'est-ce que vous allez faire pour les sans-abri qui évidemment vont être impactés? Aujourd'hui, je crois pouvoir dire, et ça n'est pas une fierté, parce que ça témoigne aussi de la difficulté de la situation, que jamais un gouvernement n'a mis autant de moyens, autant d'énergie, autant de détermination pour ouvrir des places d'hébergement d'urgence. C'est 135 000 places qui sont ouvertes, et depuis le 1er novembre, c'est-à-dire la rentrée dans la période hivernale, c'est 1700 places supplémentaires qui ont été ouvertes, et rien que en Ile-de-France, et rien que cette semaine en Ile-de-France, c'est 800 places supplémentaires qui vont être ouvertes pour faire face justement aux épisodes de froid qui arrivent. Mercredi, c'est Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains et député du Loir-et-Cher, qui était notre invité. Il en a profité pour affirmer son soutien au mouvement des Gilets jaunes, tout en mettant en garde le gouvernement contre le pourrissement de la situation. D'abord, évidemment, et plus que jamais, nous soutenons la colère immense des Français, qui s'exprime depuis plusieurs jours de cette manière. Avec la même évidence, nous condamnons tous les dérapages, et nous l'avions d'ailleurs dit très clairement, nous sommes aux côtés de cette colère et des manifestations, mais nous sommes opposés à tout blocage, parce que c'est contre-productif, et parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'exprime? C'est la colère et la révolte de la France qui travaille, et quand on défend la France qui travaille, on ne peut pas soutenir les blocages. Pour autant, prenons un peu de hauteur, et agissons avec humilité et détermination en la matière. Moi, je demande au gouvernement de mettre la même énergie sur le maintien de l'ordre, et c'est juste et légitime, de mettre cette même énergie dans une réponse politique. Je mets en garde le gouvernement contre le pourrissement de la situation dont le gouvernement est responsable. Il faut que le gouvernement mette sur la table des solutions politiques. Il n'y a rien de pire pour le peuple français que de voir l'impuissance de la politique. Quand le pouvoir n'a plus le pouvoir. Qui est au pouvoir? Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Qu'est venu dire Édouard Philippe sur une grande chaîne de télévision dimanche soir? Rien. Pendant 20 minutes, il est venu pour ne rien dire. N'annoncer aucune mesure concrète. Nous demandons, puisque nous sommes, nous, un parti de gouvernement avec Laurent Wauquiez, nous demandons la suppression immédiate des taxes Macron sur le carburant, c'est-à-dire toutes les taxes votées par le gouvernement Macron-Philippe depuis 2017. C'est simple. C'est concret et c'est une demande qui doit prendre effet immédiatement. Guillaume Pelletier, on va passer à l'AMF et son congrès que vous connaissez bien. Oui, oui qui s'est ouvert hier. Et le chef de l'État prononcera ce soir un discours à l'Élysée devant les maires de France. Quel message doit-il adresser à ces maires? Emmanuel Macron s'est engagé l'année dernière à revenir devant le congrès des maires. Et là, enfermé dans sa tour d'ivoire, il accepte de recevoir quelques maires tirés au sort. On sait d'ailleurs que depuis 48 heures, les préfets sont obligés d'appeler les maires dans les départements, tant les maires rechignent à juste titre à se rendre à l'Élysée, parce qu'ils ne supportent plus ce mépris. Moi, je demande à Emmanuel Macron d'avoir un discours clair. 1. Il n'y aura plus aucune baisse des dotations des collectivités territoriales qui ne représentent que 10% de la dette française, c'est-à-dire plus de baisse des dotations. Le gouvernement vous répondrait qu'il ne baisse pas les dotations aux collectivités territoriales. Eh bien, je lui répondrai avec François Baroin que nous avons les chiffres pour l'année 2018. 22 000 communes sur 36 000, 22 000 communes sur 36 000 voient leur dotation public baisser. C'est ça la réalité. On passe à l'arrestation de Carlos Ghosn. On a appris d'ailleurs le prolongement de sa garde à vue tout à l'heure. En cause, vous le savez, des soupçons de fraude fiscale et d'utilisation de fonds du constructeur automobile Nissan à des fins personnelles. Est-ce qu'il peut rester PDG de Renault, Carlos Ghosn, selon vous? Tout ça, si c'est avéré, est choquant. La fraude, encore plus quand on gagne autant. Je dis juste, je crois en la présomption d'innocence. C'est un principe fondamental. Non mais c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance en France à aller beaucoup trop vite. Présomption d'innocence. Sur le fond, si c'est avéré, évidemment qu'il ne peut pas rester. Et l'urgence pour Emmanuel Macron, et là j'ai trouvé ces mots forts et intéressants, c'est de préserver l'unité du groupe Renault et de penser aux dizaines de milliers de salariés. Oui, Laurent Wauquiez qui a provoqué un tollé dimanche dans un discours devant Sens Commun. Il a déclaré que la PMA pour toutes mènerait nécessairement à la GPA. La marchandisation des gamètes et l'eugénisme, ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme, a-t-il dit, est-il allé trop loin? Le terme eugénisme qu'il a prononcé, qui a fait débat, est un terme qui a été utilisé par Robert Badinter en 2009, par François Mitterrand en 1989, et il est légitime pour un grand responsable politique de mettre en garde les Français et les sociétés occidentales, nazisme, entre
les progrès scientifiques qui sont nécessaires, indispensables, et certaines dérives, le désir d'enfant est respectable. Le choix et la conviction de certains que chaque enfant ait droit à un père et une mère, c'est respectable. Arrêtons de juger les positions des uns et des autres, premièrement. Deuxièmement, la GPA, c'est la PMA pour les hommes. Comment peut-on, c'est une question qui mérite d'être posée, autoriser un droit pour les femmes, et ce droit est respectable, qu'on interdirait pour les hommes? Que va dire la Constitution? Que diraient les entités juridiques? Je mets en garde notre société à ce titre. Moi, je suis opposé à la PMA pour toutes, parce que nous ne sommes pas en situation d'autoriser la PMA pour tous. Jeudi, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, est revenu sur la nouvelle agression d'un professeur au lycée Branly de Créteil, un mois après celle d'une enseignante. Et il a indiqué que cet acte était inacceptable et qu'il n'y aurait aucun laxisme à cet égard. C'est évidemment inacceptable, comme à chaque fois qu'il y a un fait de violence, et a fortiori contre un professeur. Et répété. Et répété, c'est la deuxième fois. Je pense que c'est aussi l'illustration du fait que nous ne laissons rien passer, puisque à partir du moment où ça a eu lieu, et je dirais indépendamment de l'intérêt médiatique, puisque des faits, malheureusement, il y en a dans toute la France, ces choses-là arrivent, mais indépendamment de l'écho médiatique, nous réagissons immédiatement, ça a été tout de suite signalé, on a tout de suite porté plainte, et il y a tout de suite les conséquences pour l'élève, il y aura un conseil de discipline. Donc le message est très clair sur le fait qu'il n'y a aucun laxisme, et c'est évidemment un des éléments de réussite du futur plan que nous avons pour la sécurité dans les établissements. C'est toute une série de mesures que j'ai annoncées il y a 15 jours maintenant et qui progressivement se mettent en place, comme par exemple la simplification des conseils de discipline, comme la période probatoire pour un élève qui revient dans l'établissement, c'est-à-dire que chaque jour, après avoir été exclu et lorsqu'il revient, doit rendre compte un peu sur la façon dont se sont passées les dernières 24 heures pour s'assurer qu'il y a une réintégration réussie de cet élève. Il y a eu le hashtag pas de vague, la parole s'était libérée à ce moment-là. Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce que vous mesurez une progression par exemple du nombre de signalements d'incidents? Est-ce qu'il y a eu un effet, et comment vous adaptez, l'administration s'est adaptée à ce nouveau contexte s'il existe? La réponse est non, il n'y a pas de fait supplémentaire. En revanche, depuis l'événement de Créteil, ce qui est certain, c'est qu'on voit peut-être que les acteurs se saisissent encore plus. Ce message que je passais si fortement depuis 18 mois sur le signalement automatique, le suivi automatique, est désormais un message qui est, je crois, maintenant compris de tous. Ça veut dire plus de réactivité, l'administration. Donc, autrement dit, d'un mal peut naître un bien. Nous sommes en train de diminuer, et surtout, le phénomène, et surtout, nous sommes en train je crois, d'installer un état d'esprit de sérénité. C'est très important, parce qu'il ne faut ni minimiser, ni exagérer. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, les maires, sur l'école hier? Par exemple, est-ce qu'ils vous ont parlé du plan mercredi, sa mise en place? Est-ce que ça marche, ça fonctionne? Ils sont contents? On est au début du plan mercredi. Donc ceux qui ont commencé à le faire sont très heureux, je crois. Ceux qui m'en ont parlé hier en étaient très heureux. C'est quand même une aide substantielle via la CAF qui est donnée. Je rappelle qu'on a doublé l'aide. Voilà encore une bonne nouvelle qui passe peut-être trop discrètement. On est passé de 55 centimes par élève et par heure à 1 euro par élève et par heure. On est en train d'entrer dans le qualitatif. Combien de communes on doit être autour de 15% aujourd'hui, en sachant qu'on a visé celles qui étaient les plus en difficulté, justement, les communes rurales, les communes des périphéries urbaines. Alors, l'AMF a fait une étude sur ce temps périscolaire en disant que, par exemple, 39% des collectivités aux 4 jours ne faisaient pas l'objet d'activités et que ce plan n'était pas adapté aux zones rurales et aux petites communes. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer ça? Certains maires pensent que parce que la commune est petite, ils n'ont pas la masse critique pour faire les choses. Mais le plan mercredi a justement été conçu pour les aider à faire ça, pour qu'il y ait toutes les institutions de l'État derrière eux. Pas seulement sur le plan financier, comme je viens de le dire, mais sur un plan encore plus important, qui est le plan du soutien institutionnel. N'oublions pas qu'on l'a conçu aussi avec le ministère de la Culture, avec le ministère des Sports. Autrement dit, les conservatoires, les clubs sont aussi là pour venir en appui. Et puis, on a une démarche qualitative. L'autre mesure que vous avez mise en place, c'est le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans certaines zones. Les maires, même si c'est une mesure qui fait consensus, les maires évoquent parfois une difficulté à gérer un coût pour leur commune. Là, comment vous allez faire pour les aider? On a aidé les maires dans beaucoup de cas via les préfets sur leurs possibilités d'investissement. C'est un sujet, en vérité, c'est un magnifique sujet. C'est-à-dire que c'est un beau sujet français, si vous me permettez l'expression. Parce que quand on l'a dit en juin 2017 qu'on allait faire ça, il y a eu du scepticisme. Et le scepticisme portait sur notre capacité à faire. On disait l'éducation nationale n'est pas assez agile pour faire ça, les communes ne pourront pas faire les dédoublements, etc. 2 mois plus tard, la France l'avait fait. 2 mois plus tard.
Les débats sceptiques étaient en juin 2017. En septembre 2017, 60 000 élèves en France étaient touchés. Un an plus tard, c'est 190 000 élèves. Et l'année prochaine, 300 000. Et bien sûr que pour les maires, ça a souvent été des choses à faire, il y a eu de la mobilisation. Mais ils l'ont fait. Et pourquoi ils l'ont fait? Pas pour me faire plaisir. Ils l'ont fait parce qu'ils savaient que c'était l'intérêt des enfants. Et ils l'ont réussi. On ne doit pas avoir de discours consistant à dire les gentilles communes, le méchant État, les communes ont tout dépensé, l'État n'a rien fait. Quand derrière ça, en réalité, vous avez des fonds d'aide aux communes qui viennent les aider à faire ces investissements. Mais pas d'aide supplémentaire. Il peut arriver que commune par commune, nous aidions davantage. Si. Fin de semaine, vendredi, c'est Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, qui était sur notre plateau. Il a réagi aux menaces dont ont fait l'objet certains élus de La République En Marche, précisant que la colère pouvait être entendue, mais qu'elle ne pouvait pas passer par la violence, parlant même d'une forme de totalitarisme. Il y a des gens dans ce mouvement qui ont eu des actes de violence inacceptables. Moi, j'ai vu des maires et des collègues, quand j'étais maire, qui étaient parfois menacés par les citoyens. Et là, on a des députés qui sont menacés par des citoyens en colère. On a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de donner les adresses personnelles des parlementaires pour appeler parfois à la dégradation des domiciles même d'un certain nombre de parlementaires. Ça, c'est plus la République, ça c'est d'une certaine façon une forme de totalitarisme qui s'exerce. C'est une défiance du politique, peut-être aussi. Non mais, qui est une défiance du politique, c'est vous prêchez auprès d'un convaincu de cette défiance. Mais la défiance au politique, elle doit s'exprimer par la manifestation, elle doit s'exprimer par le contact que les parlementaires et que les élus locaux doivent avoir avec les citoyens pour comprendre et essayer de trouver des solutions, mais il ne peut pas s'exprimer par la violence. Parce que la violence, c'est l'arrêt de la démocratie. Moi, j'appelle à la sérénité. Je crois que c'est très minoritaire dans le mouvement des Gilets jaunes, mais parfois une minorité, elle porte quelque chose qui dévoie le message initial. Parce que je comprends vraiment qu'on soit heurté quand vous voyez sur Facebook ou sur Twitter des gens qui appellent à la destruction de votre domicile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose quand même qui est inimaginable en République et en démocratie. Nicolas Hulot était à la télévision hier soir. La crise était-elle évitable s'il y avait eu un accompagnement digne de ce nom, comme il l'a dit? Est-ce que vous retireriez quelque chose à cette phrase? La crise de la dépendance des territoires au pétrole, elle était évitable depuis des années et personne n'a rien fait. Et donc notre responsabilité à nous, c'est pas de dire ce qu'on peut faire de mieux, c'est de faire mieux. C'est de faire en sorte que les réformes qu'on porte sur ce sujet-là, comme sur d'autres, elles fonctionnent. Je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement qui soit puissant de l'État pour faire en sorte que ceux qui se retrouvent dans ces territoires-là en situation d'impasse puissent sortir de cette impasse. Je vais vous dire, il y a 7 ans, le prix du gasoil, il était à 1,50 aussi dans un territoire comme le mien. Je le sais d'autant plus que j'ai réinstallé une station-service. Donc j'avais un œil sur les prix du pétrole, parce que c'était moi, d'une certaine façon, qui fixais les cours. Et je l'ai vu à 1,50. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ans pour éviter que les citoyens qui vivent dans ces territoires-là soient dépendants à ce point-là des prix du baril et donc finalement des monarchies pétrolières. Et puis il y a une deuxième chose que je voulais dire, c'est Nicolas Hulot, il a été un de ceux pour moi, jeune, qui a été un éveil à la conscience écologique. Et puis moi, comme élu local, j'ai appris aussi une chose, c'est que l'écologie, au-delà de l'éveil et de la prise de conscience des défis, il faut tous les jours se battre, parce que c'est conjuguer des intérêts contraires et une inertie qui fait qu'on a tous une difficulté à faire la transition. Nicolas Hulot, hier à la télévision, dit 15 milliards d'euros. La fiscalité écologique qu'a mise en place le gouvernement rapporte 15 milliards sur le quinquennat. Alors pourquoi ne pas mettre beaucoup plus d'argent pour aider les plus démunis, les plus modestes à justement changer de voiture? Alors je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans un territoire rural, parce que je crois connaître ces territoires ruraux, quand vous réimplantez un médecin, non pas à 30 km, mais à 5 km, vous favorisez la transition. Quand vous êtes un responsable public, quand vous faites ce qu'a proposé hier le Premier ministre, des mesures de réindustrialisation des territoires, vous évitez aux gens de se déplacer. Et tout ça, c'est une politique publique. Et tout ça, c'est de l'argent public qu'il faut. Et donc, la transition écologique, c'est pas simplement le fléchage direct pour changer sa voiture. Il faut accompagner plus puissamment, c'est ce qu'a d'ailleurs proposé le Premier ministre la semaine dernière, ceux qui sont le plus en difficulté. Mais la transition, c'est une transition d'organisation des territoires. On va avoir une loi des mobilités. La loi des mobilités, va bien lui falloir trouver du financement. Et donc, la fiscalité, vous voyez bien que quand on fait de la désertification médicale, alors qu'on croit qu'on est très loin de la transition écologique, on évite aux gens de se déplacer sur un territoire, et qu'est-ce qu'on fait? On leur rend du pouvoir d'achat, d'une certaine façon, en plus de leur rendre un service. Et donc, les moyens, ils ne peuvent pas être fléchés uniquement sur, par exemple, le changement de voiture. Il faut le mettre sur l'ensemble des dispositifs qui permettent aux gens de moins se déplacer dans les territoires. Vous vous êtes rendu au Congrès des maires, bien sûr, qui a terminé hier soir. Alors, la grogne des maires, hein, tout le monde en a parlé cette semaine. Est-ce que le discours d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui était devant eux hier après-midi, a été suffisant pour calmer cette grogne, Marc Fesneau? Mais croire qu'on va résoudre le problème des
des maires et des collectivités locales, qui est la sédimentation de plusieurs années de difficultés, d'incompréhension et de réformes. Pour certaines, d'ailleurs, la plupart des élus l'avaient plutôt soutenu, mais on en voit maintenant les conséquences. Croire que ça suffirait, non, mais je crois que le Premier ministre a pu rappeler ce qu'était la cohérence de la politique gouvernementale. J'ai entendu François Baroin, par une forme de miracle des congrès, trouver que le dialogue avait été renoué et que désormais tout irait sans doute mieux. J'en accepte l'augure et je trouve que c'est plutôt bien. Au moins, si le congrès a permis de se dire qu'après on se parlerait, on n'a pas perdu notre temps, ni les uns ni les autres. Voilà, merci de votre fidélité. Fin de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat et de TV5 Monde. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.